Mais professeur, avant de commencer, on a la camarade Oli Janine qui vient d'arriver des femmes patriotes, il faut le saluer. Voilà. J'ai la lourde charge de vous présenter. S'il vous plaît. Vous avez un frère africain. Il n'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Il dit le cri panafricain doit vivre. Il vous parle et puis vous pouvez. Vous devriez vous taire et l'écouter. Voilà. S'il vous plaît. Professeur. Je disais que j'ai la lourde charge d'introduire un sujet qui, disons-le d'entrée de jeu, sera perçu par certains comme légèrement décalé. Mais en réalité, vous allez vous rendre compte que la véritable animosité et l'aversion qu'ont suscité la personnalité politique, humaine et intellectuelle de Laurent Gbagbo s'explique lorsqu'on analyse les enjeux géostratégiques mondiaux. Laurent Gbagbo est le dernier géant du 21e siècle. C'est un monument de la résistance. Et sa personnalité dérange sur un continent où on a souvent affaire à des courtisans et à des cireurs de chaussures. Trois raisons peuvent expliquer cette stigmatisation. La première, c'est que c'est un homme qui ne doit rien à personne, surtout pas à l'établissement de la France-Afrique. C'est un fils du peuple qui, plus de 40 années durant, s'est mis exclusivement au service du peuple. Au point que je peux résumer son idéal en disant que pour lui, l'homme politique panafricain doit mettre ses ambitions au service du peuple et non le peuple au service de ses ambitions. Deuxièmement, il a été un précurseur et un pionnier de la véritable démocratie en Afrique. La véritable démocratie qui s'oppose à la démocrature. La démocrature étant une pseudo-démocratie qui perpétue les autocraties et les dictatures. Vous avez un bel exemple de démocrature au Burkina Faso, mais la communauté internationale s'en accommode sans état d'âme. Troisièmement, c'est un humaniste, visionnaire, partisan du dialogue des civilisations. Michel, chacun connaît sa mère, je parle de son fils qui a été brutalisé. Et c'est un homme d'ouverture. Outre le conseiller qui a parlé, il compte au nombre de ses amis des personnalités comme Guy Laberty ou d'autres qui n'ont pas trahi le sens de l'amitié. Mais ce n'est pas l'amitié qu'ils ont pour Gbagbo. Parce que ce que l'Africain d'aujourd'hui recherche, ce n'est pas l'amour du blanc. Ce qu'ils respectent chez Gbagbo, c'est la dignité. C'est un homme de dignité et de parole. Et il n'avait plus jamais vu de dirigeant africain. C'est pour cela qu'il y a eu cet acharnement de BFM TV, de France 24, de toute la presse qui a instruit à charge contre Gbagbo et contre son camp. Et qui a même réussi un exploit.
c'est de passer sous silence l'assassinat par le rebelle de Français de souche. Voilà. Tout simplement parce que ces Français disaient la vérité. Voilà. Donc ça veut dire que quand on tue certains Français, quand le président préfet Ouattara a dit que si Sarkozy veut préserver la vie des Ivoiriens, il n'a qu'à maintenir la force licorne pendant des années. Comme ça, elle fera d'une pierre deux coups. Assurer la sécurité du préfet et assurer la sécurité des Français. Non, ce n'est pas la sécurité des Français qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est la sécurisation des ressources énergétiques et minières de l'Afrique. Voilà. On aime les ressources de l'Afrique, mais on n'aime pas les Africains. Hein? Il y a une chanson qui dit. Bien. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Quelle est la main invisible qui agit dans l'ombre pour faire des guerres et armer des rébellions? D'abord, je voudrais dire que je respecte les prises de position et les engagements philosophiques de tout le monde. Mais, à partir du moment où il y a des réseaux et des loges dans lesquels se dissimulent et se cachent des hommes d'affaires, des spéculateurs et aussi, il faut le dire, des criminels qui ne sont pas courageux parce qu'ils vont perpétrer des meurtres, mais eux-mêmes ils se mettent à l'abri. Et ils mettent en avant un certain nombre de nègres. Aux États-Unis, depuis George Washington, il y a au sein du Sénat américain, du Conseil des représentants des États-Unis, de toutes les institutions, il y a un puissant contre-pouvoir. Mais ce puissant contre-pouvoir compte une officine spécialisée sur l'Afrique, qu'on appelle Light of Africa. Et ce groupe-là a une mission. Je vous donnerai juste un chiffre. Il compte 950 000 membres. Et sur les 950 000 membres, il y a plus de 6 000 millionnaires en dollars, dont l'argent vient des pays qu'on appelle pauvres. C'est-à-dire que ces gens-là, pour spéculer et mettre leur argent à l'abri, il faut que les peuples africains produisent et ne gagnent rien. Par exemple, la filière du cacao. J'aurais pu parler de la filière du diamant qui va de l'Afrique du Sud en transitant par la Belgique et qui repart vers la RDC pour saigner les Congolais. Et souvent même, on prend le risque de sacrifier 5 millions d'êtres humains pour quelques centaines de spéculateurs dans le monde. Et on appelle ça la démocratie. Donc, ce que je veux dire, en France, ces structures ont aussi des relais. C'est la Grande Loge Nationale de France, dirigée par Stéphanie. C'est un ensemble de loges, le Grand Orient de France, etc. Et ces loges comptent dans leur rang une majorité de dirigeants africains qui ont pour obligation de mettre leur fortune ici. Donc, c'est la raison pour laquelle actuellement tous les dictateurs commencent même à se poser des questions. Parce que quand vous tombez en disgrâce, on dit tout de suite qu'on va gêner. Mais tous les avoirs des pays africains par des circuits de détournement invisibles, cela m'amène à poser un problème fondamental. Comment peut-on, en toute honnêteté intellectuelle, dire que les dirigeants africains sont corrompus en faisant abstraction du fait qu'il n'y a jamais de corrompus sans corrupteur? Qui finance
les élections présidentielles en France. Le pôle de financement des dernières élections présidentielles, c'était l'Afrique. Le Congo-Brazzaville, c'est triste de parler d'un pays qui a moins de 4 millions d'habitants, qui est producteur de pétrole, mais dont l'argent ne peut même pas servir à faire une route ou construire un dispensaire. Et pourtant, tous ces présidents-là, ils sont considérés comme des démocrates par les mêmes personnes qui sont en train de stigmatiser Gbagbo, alors que Gbagbo a été en prison pour qu'il y ait le multipartisme sous fouet, et Ouattara l'a mis en prison, comme nous le savons. Et il était même en prison depuis qu'il était simple lycéen. Aujourd'hui, à 66 ans, il retourne en prison, non pas pour qu'il y ait multipartisme, mais tout simplement parce qu'il voulait qu'on respecte la constitution ivoirienne et qu'on ne foule pas aux pieds les institutions que le peuple souverain de Côte d'Ivoire s'est donné. Ce que je veux dire ici, c'est que lorsque certains ont vu le titre de notre intervention, ils nous ont mis en garde en disant que au sein de la majorité présidentielle, il y a aussi des francs-maçons. Si je prends cette précaution, c'est parce que mon exposé ne vise pas les francs-maçons en tant que francs-maçons pour leurs engagements philosophiques. Mon exposé vise la collusion remarquable entre les milieux des loges maçonniques, des dirigeants maçons et la haute finance internationale occulte qui pille l'Afrique et qui empêche les peuples africains de vivre comme des peuples normaux au XXIe siècle. C'est ça notre problème. Et on a reproché à Mme Simone Gbagbo, on peut tout reprocher à Mme Gbagbo, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas être une bonne épouse. Parce que elle n'a pas fui. Elle est restée aux côtés de son mari. Et on lui a reproché d'avoir dit que la Côte d'Ivoire était visée par des forces mystiques. Aujourd'hui, les masques sont en train de tomber. Le ministre de l'Intérieur, du préfet du Golfe-Hôtel, son ministre de l'Intérieur fait partie des réseaux dont je vous parle. Les hommes qui se sont activés aux États-Unis, comme un certain Diané ou d'autres, font partie des mêmes réseaux. Et ce sont ces réseaux qui ont organisé, je dis bien qui ont organisé, parce que l'organisation d'un coup d'État électoral ne peut pas se faire sans logistique et sans finance. Comment se fait-il qu'un candidat à la présidence de la République se retrouve à la tête d'une armée du jour au lendemain avec des moyens et des armes sophistiquées qui ont transité par les pays voisins? Suivez mon regard. C'est parce qu'il y avait des milliards qui ont été mis au service de cette opération-là de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et un homme, un Hongrois, qui est parti aux États-Unis où il a fait fortune, symbolise cette croisade qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial. Cet homme s'appelle George Soros. C'est un milliardaire qui fait partie de la même galaxie que Sarkozy. Ce sont des Khazars. J'appelle Khazars des ressortissants d'Afrique, d'Europe centrale, de confession juive, parce qu'ils sont devenus juifs. C'est pas parce qu'ils sont juifs. Des juifs sont des êtres humains, ils ont souffert. Nous compatissons à leur douleur. Mais nous disons que quand vous parlez en permanence de souffrance, et que vous dites que la souffrance de la traite des nègres n'est rien à côté de votre souffrance, je regrette ça, ça s'appelle les postures mémorielles. Et ces jours, ils se sont organisés pour capter les ressources de l'Afrique. Et je vais vous dire comment ils sont procédés. Parce qu'aujourd'hui, le président du Burkina Faso travaille pour eux. Il a été initié, je parle
Blaise Compaoré, par un homme qui est décédé maintenant, qui est responsable personnellement du coup d'État contre Sankara, qui peine, pour ne pas le nommer, qui était en même temps président de l'association Amitié France-Burkina Faso. Donc il y a une collusion d'intérêts dans ce milieu-là, et ce que nous appelons la France-Afrique s'insère dans ce vaste réseau international. Donc, c'est pour cela que le président Obama, qui est infiltré par les réseaux en question, le temps me manque pour entrer dans les détails, il a décidé de mettre l'autorité des États-Unis pour enlever Gbagbo du pouvoir. Cet homme que beaucoup de Noirs ont salué comme un sauveur et qui s'avère aujourd'hui être un fossoyeur. Les Noirs américains ont écrit un livre sur lui. J'ai le livre, mais je ne veux pas vous le montrer, ce serait peut-être lui donner trop d'importance. Et le titre me fait mal. C'est The African Judah. C'est-à-dire le Judas africain. Et c'est pas vrai. Parce que c'est pas l'Afrique. Cet homme est porté par des intérêts puissants dont l'objectif est la destruction et la déstructuration du continent africain. Mais comme il a la peau noire, on va dire demain que voilà, on a mis un noir et ce sont les noirs qui ont saigné l'Afrique. Et on va utiliser ça demain pour continuer à déstabiliser l'homme noir mentalement. Donc cet homme doit également être battu aux prochaines élections parce que ceux qui sont autour de lui sont en train de préparer actuellement d'autres crimes en RDC, d'autres crimes dans les pays africains qui n'ont qu'un seul malheur, celui d'avoir des ressources dans leur sous-sol. Donc, ce que nous disons, c'est ceci. J'en ai parlé avec Abel Naki. Ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, c'est un nouveau désordre mondial. C'est-à-dire qu'on a décidé que 4 pays qu'on appelle la communauté internationale doivent se réunir avec 4 autres invités et ça forme le G8. Et le G8, c'est l'embryon d'un gouvernement mondial qui doit dicter le point de vue de ces milliers-là. Parce que ces gens-là ne représentent pas leur peuple. Ils représentent les intérêts des marchés financiers et du capitalisme financier mondial. S'ils représentaient leur peuple, le peuple français aurait été consulté par voie référendaire ou par une session extraordinaire du Parlement pour se prononcer sur l'implication de la licorne dans cette œuvre de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ce ne fut pas le cas. Moi, sans fond. Beaucoup de Français se demandent même pourquoi les résistants d'Abel Naki crient dans le métro que la France est en train de tuer les gens. Parce qu'ils croient que c'est un président qui n'a pas été élu, qui s'accroche au pouvoir, et que c'est au nom de la démocratie qu'on va là-bas pour tuer des milliers de gens. Ce n'est que récemment que